Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouvel entretien avec un acteur du sport business. Dans ce 35e épisode, je reçois Benjamin Gutleben. Il est le directeur marketing et communication du Racing Club de Strasbourg, club emblématique du football français et de la Ligue 1. Saison compliquée pour le Racing qui se bat pour le maintien, mais vous l'entendrez, Strasbourg reste une marque forte et le club continue d'améliorer ses audiences et ses résultats financiers. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour me soutenir et de laisser une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Les 5 étoiles, évidemment, sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous voulez me contacter directement, retrouvez-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Mathieu Poplimon. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le podcast Le Sport Business. Vous êtes le directeur marketing et communication du Racing Club de Strasbourg. On va commencer comme d'habitude par une première question autour de votre parcours. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en poste au Racing? Est-ce que vous avez un lien avec le club? Est-ce que vous étiez originaire de Strasbourg? Alors oui, déjà, je suis ravi de participer à ce podcast, pardon. Oui, alors un parcours long et un peu compliqué. Moi, je suis diplômé d'une école de commerce, effectivement alsacienne de Strasbourg, puisque je suis originaire d'Alsace. Mais j'ai terminé la première partie de ces études aux États-Unis, à New York, où je suis parti à 21 ans. Et donc, j'ai débuté ma carrière professionnelle finalement là-bas, à l'issue de ces études aux États-Unis, qui s'est rapidement transformée en une carrière d'entrepreneur, puisque j'y ai créé ma première start-up. Et après 2 ans passés aux États-Unis, je suis revenu en France parce que c'est là où ma start-up de l'époque se développait le plus et le marché était le plus florissant. Et donc, j'en ai profité pour passer en parallèle du développement de cette entreprise un master en innovation et en entrepreneuriat du côté de Lyon. Et puis finalement, au bout de 4 ans de développement, j'ai revendu ma startup à l'un des leaders du marché sur lequel elle était positionnée. Et ce qui m'a finalement permis un retour aux États-Unis, où j'ai occupé le poste de directeur marketing d'un groupe de médias pour les Français de l'étranger. Et après 3 années passées à nouveau du côté de New York, et ben, je suis revenu en France. Et s'est présenté l'opportunité du Racing Club de Strasbourg. Et pour la petite histoire, j'ai toujours eu une âme un peu d'entrepreneur. Et donc, quand j'étais au lycée, j'avais proposé au Racing Club de Strasbourg la création d'une web radio à l'époque. C'était la mode. Et j'avais eu des échanges avec le président de l'époque. Ça s'était finalement jamais concrétisé. Mais j'ai toujours gardé un peu dans un coin de ma tête l'idée de travailler dans le monde du sport. Et donc, c'était une forme un peu de vengeance personnelle aussi quand s'est présentée l'opportunité du Racing pour aller dans ce club qui était mon club de cœur de l'époque et puis mettre en œuvre une stratégie marketing et répondre finalement à cette envie de l'époque de gamin de manière concrète avec cette prise de poste. Comment s'organise votre équipe aujourd'hui au Racing? Combien de personnes composent l'équipe marketing et communication? Alors, pour la partie communication, en tout cas, moi, une de mes priorités, hein, c'était la structuration de ce service-là. Quand je suis arrivé, c'était donc il y a 3 ans, il y avait en réalité 2 personnes à la communication, 3 personnes, on va dire, à la communication à l'époque. Et donc, on a structuré le service en 2 pôles, un pôle des contenus et un pôle des relations presse et médias, avec à chaque fois un responsable. Du côté des contenus, en plus du responsable qui est aussi amené à être dans la production, on a 4 producteurs de contenu, graphistes, motion designer et JRI. Et puis on a du côté de la relation presse, donc le responsable, et puis un assistant aux relations presse. Voilà, donc ça c'est pour la partie communication. Et après, mon spectre est effectivement un peu plus large, puisqu'il couvre également la partie marketing, avec donc un pôle marketing, mais aussi merchandising, billetterie, qui est également dans mon département, avec 4 personnes, et le RSE, avec une personne qui vient fraîchement d'arriver. Cette saison est compliquée pour Strasbourg. Je rappelle que le Racing occupe la 15e place du championnat à égalité de points avec le premier relégable. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on communique lorsque les résultats sportifs ne sont pas bons et concrètement, est-ce que vous avez mis de côté certains projets qui étaient compliqués à mettre en avant auprès des supporters?
Alors, je vais vous répondre. En fait, on communique exactement de la même manière que lorsque la saison est excellente. En tout cas, c'est le cap qu'on doit se fixer en tant que directeur et c'est le cap qu'on doit fixer aux équipes. Alors, évidemment, c'est un peu provocateur de dire ça, puisque dans la réalité et dans les faits, il y a forcément des aménagements opérés. On ne capitalise pas sur tous les matchs évidemment de la même manière. Lorsqu'on quand on perd la rencontre, ben, on a tendance à faire un peu moins de contenu autour de cette rencontre-là. Au contraire, on capitalise beaucoup et on essaie de capitaliser beaucoup sur les victoires. On essaie aussi de capitaliser sur bah, les autres équipes du club. La D2 féminine pour notre part, qui a fait une saison assez extraordinaire. La Racing Mutest Academy également, notre centre de formation, avec des équipes de jeunes qui performent. Donc voilà, donc on essaye de réorienter un petit peu les choses. Et puis, on capitalise aussi sur les autres aspects du club qui continuent de démontrer une progression et qui rassurent les supporters aussi sur notre capacité à poursuivre nos investissements et puis notre développement. Je pense notamment à notre nouvelle boutique. Je pense également aux bons résultats économiques que l'on obtient et puis à quelques indicateurs de performance également sur lesquels on cherche à communiquer pour démontrer que, voilà, au-delà du sportif, la santé du club est bonne. Strasbourg reçoit ce vendredi, donc le lendemain de notre enregistrement, l'Olympique Lyonnais. À quoi ressemble une soirée type à la Méno pour votre équipe? Comment est-ce que vous allez couvrir ce match de Ligue 1 qui a un enjeu quand même particulier? Alors, ouais, encore une fois, on va essayer de le couvrir de la même manière qu'on couvre tous les autres. Et pour la partie communication, les responsables arrivent généralement 5 à 6 heures avant le coup d'envoi du match. Les équipes opérationnelles, elles, arrivent environ 1 heure avant l'ouverture des portes. On sait que chez nous qu'on ouvre les portes relativement tôt. Là, pour l'Olympique Lyonnais, en l'occurrence, on ouvre les portes 3 heures avant le coup d'envoi. Et donc, on a un premier briefing qui s'opère où on passe en revue l'ensemble des contenus à produire, l'ensemble des animations qui sont prévues autour de la rencontre. On se répartit les missions et puis ensuite les équipes, généralement et dans l'esprit du club convivial et familial que l'on est, partagent une bonne tare flambée avant l'ouverture des portes. Et cette ouverture des portes, finalement, elle résonne un peu comme le coup de sifflet de départ et d'envoi pour nous de la journée, avec un tunnel derrière qui nous amène au début de la rencontre. Et voilà, donc on a ces quelques heures d'ouverture des portes où on essaie de retranscrire au mieux l'ambiance assez exceptionnelle du stade de la Méno, avec des contenus que l'on produit et qu'on diffuse pour partie en temps réel sur nos réseaux. Et puis ensuite, bah, il y a la partie activité média qui sont gérés le responsable des relations presse. Et puis, durant la rencontre, bah, chacun est à son poste. On a community manager, graphiste, les responsables en tribune, et puis on a les producteurs de contenu qui sont sur le terrain, en bord de terrain ou dans les tribunes, pour là aussi capter les émotions. De nos supporters et puis ensuite capitaliser sur ces émotions-là à travers les contenus qu'on peut produire et diffuser sur nos réseaux. Et puis à l'issue de la rencontre, on se retrouve effectivement tous bah, dans le bureau de la communication pour traiter ces contenus produits et les diffuser sur nos réseaux avec des activités médias qui se poursuivent avec les conférences de presse et les interviews, donc qui concernent principalement le responsable des relations presse qui s'en charge. Est-ce que vous avez un regard de validation pendant la rencontre ou vous faites confiance à vos équipes? Non, je fais extrêmement confiance à nos équipes et particulièrement confiance à mes responsables qui savent pertinemment, qui portent les valeurs du club, voilà, qui en sont les garants et qui font très bien leur métier. Évidemment, moi, j'apporte un regard et j'oriente les choses en fonction du contexte. Mais c'est vrai que dans la partie opérationnelle et la diffusion derrière, les responsables sont relativement autonomes. Ouais. Le Racing est un club emblématique du football français et de la Ligue 1. On s'intéresse à présent à votre public, à vos supporters. Quel est le nombre d'abonnés cette saison à la Méno? Est-ce qu'il y a une typologie de supporters qui se dégage? Est-ce que c'est un public très familial? C'est un public très familial, effectivement. On a aujourd'hui 17 000, un peu plus de 17 000 abonnés, qu'on a limité volontairement à ce chiffre, avec par ailleurs une offre, on va dire, de quasi-abonnement, qui est une offre d'abonnement à 19 matchs. Mais voilà, les personnes n'ont pas la qualité d'abonné, puisqu'on n'est pas en mesure, on n'était pas en mesure de leur garantir le réabonnement. Et chez nous, la fidélité est une valeur extrêmement forte. Donc on a fait une offre différente. Et pourquoi on n'avait pas la capacité de leur garantir un réabonnement? C'est dans le cadre des travaux d'extension et de restructuration du stade de la Méno qui va impacter la jauge et la capacité du stade au cours des prochaines années.
Et donc, on a imaginé une autre offre d'abonnement finalement, un peu différente. Mais voilà, pour faire simple, on a 19 000 personnes cette saison qui viennent à chaque match à la Méno pour, on le rappelle, une capacité de 26 000 personnes environ. Et c'était une volonté aussi de notre part d'être au maximum à 19 000 pour offrir une certaine jauge et de la place pour accueillir de nouveaux publics et continuer d'élargir notre audience. Et ces abonnés-là et notre public, on a effectivement le sentiment de constater une vraie évolution. En 3 ans, depuis 2019 et mon arrivée, on a constaté une forte féminisation. L'Institut Nielsen a fait une étude récente qui démontre qu'on a 26% de femmes dans notre public. On a gagné 11 points par rapport à 2019. Et on assiste aussi à un fort rajeunissement, puisque l'âge moyen est passé de 43 ans, 43 ans en 2019 à 36 ans cette saison. Donc voilà, notre public se diversifie, il se renouvelle et donc il se développe en nombre et on en est très content. Et donc il est important pour nous de garantir effectivement cette petite jauge qui va nous permettre, au-delà de nos abonnés, d'accueillir et de continuer à élargir notre audience. Il y a un comparatif qui existe dans d'autres clubs de Ligue 1 sur la féminisation du public. Alors, je crois qu'on est le club qui a le plus évolué sur ce point-là, en termes de nombre de points, de pourcentage gagnés en quelques années. Mais je crois on est assez proche de 3 en termes de pourcentage là, aujourd'hui en proportion. Mais en tout cas, on est celui qui a le plus progressé. Et c'est le fruit du travail qui a été opéré notamment par Sabrina Keller, la femme de notre président, qui porte l'association Femmes de Foot et dont le combat a toujours été, depuis les 10 ans de reprise du club, sur la féminisation du stade, avec des offres d'abonnement spécifiques, avec aussi une thématisation des matchs qui fait du spectacle à la méno plus qu'un spectacle sportif, qui fait finalement une animation familiale, conviviale, où on aime se retrouver en famille ou entre amis. Et je crois que c'est beaucoup cela que les femmes valorisent. Comme tous les clubs aujourd'hui, vous êtes évidemment présent sur les réseaux sociaux. Comment se répartit votre audience? Quel est le canal de communication privilégié dans la communication du Racing? Alors aujourd'hui, on a 4 réseaux, on va dire, principaux. On a Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. On est systématiquement entre 150 000 et 200 000 abonnés sur ces réseaux-là. Et il faut savoir, et c'est pour nous un peu, ça retentit comme un peu une bombe, c'est que notre compte TikTok est passé là au cours des derniers jours, que notre premier compte, notre premier réseau social, tant en termes de nombre d'abonnés, mais aussi en termes d'impression, de vues, de reach. Donc voilà, il faut savoir jouer, s'adapter avec ces nouveaux codes, avec ces nouveaux réseaux. C'est un réseau qu'on a lancé il y a à peine plus d'un an. Et voilà, il y en a un an, il a surpassé l'ensemble de nos réseaux qui existent depuis quelques années. Donc ça marque aussi un virage pour nous nécessaire à prendre dans notre communication, une répartition aussi différente, puisqu'on n'a pas des moyens et des ressources illimitées. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on produise des contenus différents pour satisfaire cette nouvelle audience et continuer à performer. Combien de partenaires aujourd'hui compte le Racing? Vous avez la particularité en plus d'être un club qui a la proximité d'une frontière et d'un pays voisin. Est-ce qu'il y a une stratégie justement particulière au niveau des partenaires ou même de la communication pour attirer ce public limitrophe? Ouais, alors on a une relation très forte avec notre territoire, hein. On est un club qui aime le rappeler et qui aime mettre en œuvre un certain nombre de projets pour s'ancrer encore un peu plus territorialement. On a la particularité d'avoir un rang de sponsoring qu'on a appelé le sponsor régional, qui est finalement le fruit de la progression du club. Le club, de par son histoire récente, ses remontées successives de CFA2 jusqu'en Ligue 1, a cherché à continuer d'embarquer les sponsors et les premiers sponsors qui nous ont accompagnés. Évidemment, les montants de sponsoring ne sont plus les mêmes. Et donc, on a imaginé ce rang de sponsoring qui nous permet de continuer à avoir avec nous ces sponsors régionaux avec nous et donc qui continuent à contribuer au développement économique du club. Et donc, on a une cinquantaine en tout de clubs, de sponsors, pardon, avec nous. Et puis, on a ensuite environ 300 entreprises, 350 entreprises clientes de nos espaces d'hospitalité et qui accompagnent également d'une certaine manière la progression du club. Et puis, au-delà de cet aspect très économique et business, on a aussi des relations particulières avec les collectivités, avec la région qu'on entretient au quotidien.
et qu'on renforce par des partenariats que l'on essaie de convenir, de signer avec des organisations culturelles locales pour vraiment fédérer autour du club et notamment à travers des artistes locaux, mais aussi à travers l'Orchestre Philharmonique, par exemple, de Strasbourg. Donc voilà, tout cet écosystème-là. Et puis, on a une stratégie aussi très forte à destination de nos clubs amateurs, les clubs amateurs du territoire, avec un programme que l'on a appelé Un seul football, qui vise à accompagner, à valoriser ces clubs et à les accompagner dans la relation avec le Racing Club de Strasbourg. On a en tout sur le territoire 550 clubs amateurs et on a déjà signé à peu près 85 clubs en quelques mois qui sont devenus clubs amis du Racing Club de Strasbourg et dans lesquels on se déplace, puisqu'on a 7 événements par an où on va dans les clubs avec nos joueurs professionnels. Et voilà, donc on est vraiment au contact de ce territoire-là, et c'est pour nous un vrai socle sur lequel évidemment on entend s'appuyer pour continuer à se développer et attirer de nouveaux publics. Et évidemment, le bassin rhénan est pour nous le premier marché auquel on pense, que ce soit la Suisse, l'Allemagne. Dans le cadre des travaux d'extension, de restructuration du stade de la Méno, on va multiplier par quasiment deux nos espaces d'hospitalité. Donc, il va falloir aller trouver de nouvelles entreprises qui vont rejoindre le stade. Et évidemment, donc, l'international est une opportunité pour nous. Strasbourg étant une capitale européenne et nos valeurs incarnant vraiment, je crois qu'on incarne le football authentique et ce football authentique-là, il parle aux amoureux du foot où qu'ils se trouvent finalement. Et donc là, on a une opportunité effectivement importante pour, fort de ce positionnement-là, attirer de nouveaux supporters. Je crois que vous aviez même un réseau social qui était dédié en allemand. Est-ce que c'est le cas en anglais aussi ou c'est juste français et allemand qui sont les deux langues privilégiées? Non, on a effectivement des comptes en anglais et en allemand. Là aussi, c'était une vraie volonté là, depuis un an de continuer et de commencer à constituer des communautés sur ces réseaux-là, dans ces langues-là, puisqu'on a constaté qu'on avait un certain public international qui commençait à s'intéresser au Racing. On le constate aussi dans notre stade, puisqu'on a entre 5 et 10%, on va dire, de public étranger qui viennent à la Méno. Et donc voilà, donc on a ces réseaux sociaux-là, anglais, allemand, et puis on a également un compte sur Weibo, qui est le réseau social principal en Chine, parce que l'on a signé un premier sponsor chinois il y a maintenant 2 ans environ. Et donc, on a cette volonté-là aussi de commencer à tester le marché. Alors, vraiment, toute proportion gardée et en toute humilité, de commencer à regarder ce que l'on peut y faire, comment on peut effectivement s'y intégrer. Et voilà, donc c'est vraiment une phase aujourd'hui d'expérimentation, mais qui a vocation à se poursuivre et à grandir avec le club. J'y pense. Est-ce qu'il y a des synergies avec la SIG Strasbourg, qui est l'autre club professionnel de la ville en basket cette fois? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous faites des opérations ensemble? Alors, on ne fait pas réellement d'opérations ensemble, mais on a des contacts, oui, évidemment. On essaye aussi de rapprocher nos équipes. Donc, on a accès à de la billetterie. Ils ont accès à de la billetterie également au stade de la Méno. Voilà, donc on a des relations qui existent, mais qui sont voilà, des relations, on va dire, cordiales, d'échange, voilà, mais pas d'opérations réellement menées de façon commune. On a évoqué la billetterie et le merchandising avec votre nouvelle boutique. Comment ça se répartit justement entre le physique et le digital? Est-ce que vous avez des supporters qui sont encore très attachés à la billetterie physique? J'imagine les plus âgés, les plus anciens de vos supporters. Comment ça s'articule aujourd'hui vos ventes? Alors, on a énormément progressé sur le digital au cours des dernières années. Moi, une de mes premières missions, c'était la mise en place d'un CRM pour consolider nos bases de données, unifier cette donnée-là de l'ensemble de nos supporters, à travers également un système d'authentification unique et que l'on impose sur chacun des points de contact business avec nos supporters et qui nous permet donc d'étendre, de développer notre base de données clients. On a développé à peu près par 100%, quasiment 100% de notre base de données clients en termes de progression. Donc voilà, c'est une vraie volonté de capitaliser sur le digital. Mais évidemment, notre valeur de club authentique et de foot authentique fait qu'on continue à poursuivre nos développements sur le physique, d'où l'ouverture effectivement d'une nouvelle boutique au centre-ville.
et d'où l'existence également de certains guichets qui sont ouverts voilà, sur les soirs de match. Malgré tout, on a constaté que la période du Covid a eu un effet très fort de développement sur le digital, et on avait bien fait de prendre ce virage digital un peu en amont de la période du Covid, puisqu'aujourd'hui, 95% quasiment de notre billetterie est vendue en ligne, et notre merchandising, notre boutique en ligne, a également quasiment multiplié par deux son chiffre d'affaires au cours des derniers mois, parce on a rénové notre boutique en ligne, on a développé une nouvelle boutique en ligne. Donc voilà, donc on continue évidemment à se développer sur le digital. On poursuit la volonté de maintenir un lien physique avec nos supporters, mais c'est vrai que le digital prend une importance toute particulière chez nous. Et voilà, et ça vient appuyer un développement business assez positif, avec des indicateurs qui sont très positifs cette saison, malgré une performance sportive un peu en berne par rapport à la saison dernière. On a fait 24 guichets fermés cette saison. On va très probablement terminer la saison à guichets fermés sur nos matchs à domicile. On est à plus 30% de chiffre d'affaires en termes de merchandising par rapport à la saison dernière, où on avait déjà fait plus 65% de chiffre d'affaires. Et en termes de food and beverage, donc toutes les buvettes sur deux matchs, on est là aussi sur une progression de l'ordre de 25% par rapport à la saison dernière. Donc c'est des résultats qui sont extrêmement encourageants, qui nous obligent aussi à une forme d'exigence pour continuer à poursuivre cette progression-là. Et évidemment, ces revenus sont vitaux pour le club. Développer nos revenus naturels, ça a toujours été une priorité. Et on constate qu'on a encore un véritable potentiel et une vraie marge de progression. Donc en marquant d'autant plus fort, je pense de manière d'autant plus forte, le positionnement de notre marque, on a un vrai potentiel de progression. On arrive, Benjamin, à la fin de cet entretien et c'est le moment de la question pour sortir un peu du monde du sport. Est-ce qu'il y a des marques, des entreprises qui vous inspirent, dont vous appréciez le travail, la communication? Alors, malheureusement, je vais vous répondre avec une marque sportive quand même. Désolé, je fais une petite digression. Moi, j'ai un club qui, au cours des derniers mois et des dernières années, m'a vraiment marqué. C'est le FC Venezia, avec un positionnement de marque, encore une fois, très marqué, très fort sur le foot glamour, on va l'appeler comme ça. Et je trouve qu'ils ont réussi à véhiculer ce positionnement de marque de manière très lisible, et bon, les effets s'en sont suivis. Et donc, pour moi, c'est une référence, un autre positionnement que le nôtre, mais en tout cas, en termes de déclinaison derrière et de communication, ça fait partie des références que l'on regarde. Ouais. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing et communication du Racing Club de Strasbourg et on vous souhaite bien sûr une bonne fin de saison qui va être mouvementée, j'imagine. Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt.